Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF et aussi en vidéo. Nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier en 4 parties. Première partie, actualité générale. Deuxième partie, la vie dans le diocèse de Liège. Troisième partie, vie dans l'Église belge mais aussi l'Église en général. Et quatrième partie, ce sont vos questions qui sont posées à l'évêque. Eh bien, aujourd'hui, nous nous intéresserons à la première partie, la vie du monde. Et pour cette édition de février, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour, monseigneur. Bonjour, Ralph. Alors, la question obligatoire, quels sont les événements d'ordre général des dernières semaines, des derniers mois qui vous ont frappé, que vous souhaitez commenter? Est-ce qu'on commence par l'Europe, la Belgique ou un autre continent? Qu'est-ce que vous préférez? Commençons par d'autres continents alors. On pourrait commencer par l'Amérique latine. Moi, je suis préoccupé par la situation au Venezuela. Vous savez qu'il y a donc ce combat entre le président Maduro et le challenger Guaido pour le contrôle du pouvoir au Venezuela. C'est une situation évidemment particulièrement délicate. Le président Maduro est très très contesté et on se rend compte que voilà, l'héritage de M. Chavez est évidemment désastreux en termes de gestion du pétrole, des ressources du pays, etc. D'autre part, contester le pouvoir en place, c'est aussi un problème légal, ce qui fait que ce n'est pas automatique d'avoir comme ça un challenger, un adversaire qui prend le pouvoir de manière, je dirais, non démocratique. Donc on est vraiment devant un cas d'espèce tout à fait particulier. Ce qui est, disons, intéressant, c'est que le Saint-Siège, le pape lui-même, a proposé sa médiation pour essayer de trouver une solution à ce problème. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le Venezuela est dans une situation de pénurie, donc il y a une proposition d'une aide internationale, mais l'aide internationale est arrêtée aux frontières. Et là, on se trouve un peu face à un problème qu'on voit souvent dans certains pays, c'est l'intrusion de pays extérieurs dans un pays souverain, qui est parfois très mal vu par le pays concerné, même si il a besoin d'une aide ou d'un soutien. Et donc ici, on voit un peu ça. Il y a un besoin réel, mais en même temps, on a sa fierté dans un pays et on est vexé quand il y a une aide extérieure qui se présente. Donc ça veut dire que si une aide doit être donnée, elle doit être faite avec diplomatie et elle doit être présentée avec tact, je veux dire. Sinon, ça paraît vraiment une intrusion, un contrôle. Et ici, on soupçonne le contrôle des États-Unis sur le pays. Donc voilà, la situation est assez compliquée et c'est pourquoi ce serait intéressant en effet que le Saint-Siège puisse essayer de trouver une solution parce qu'on ne voit pas très bien comment s'en tirer pour le moment. Alors, si le pape propose sa médiation, est-ce que ça veut dire que l'Église elle-même n'a pas de préférence pour l'un ou l'autre candidat? Ou pas de position bien précise? Je crois que le pape ne veut pas prendre une position bien précise pour l'un ou l'autre candidat, même si en Occident, on a plutôt tendance à appuyer Guaido, parce que M. Maduro, d'une certaine façon, est quelque part désavoué au niveau international, mais cependant, son pouvoir n'est pas démocratique. Donc ça veut dire que c'est pas évident comme ça d'accorder sa confiance à quelqu'un qui se présente un peu autoproclamé, même s'il a, je crois, des titres démocratiques au niveau de président d'assemblée et des choses pareilles, mais pas au titre de président de l'État. Donc c'est pourquoi le Saint-Siège, et je crois l'Église catholique, ne veut pas a priori prendre une position, je dirais, décisive, parce qu'il y a des droits des deux côtés, et c'est important d'arriver à une négociation et pas à un bain de sang, en effet. Retour en Belgique, les jeunes manifestent pour le climat et aussi beaucoup d'adultes, beaucoup de monde. On a l'impression que le gouvernement ne réagit pas vraiment, en tout cas ne prend pas beaucoup d'initiatives. Comment voyez-vous la situation ? Moi, je pense que c'est important que des jeunes manifestent parce que ça montre qu'il y a un idéal.
ça montre qu'il y a une volonté de changement, que ça montre aussi qu'il y a une préoccupation. Les jeunes sont plus sensibles au changement, je dirais, écologique que les adultes, parce qu'ils voient tout leur avenir qui est peut-être en quelque sorte obscurci par ce changement, qui est en quelque sorte voilà, oblitéré par ce changement. Donc je dirais que c'est important que les jeunes prennent conscience de cela, fassent quelque chose et se manifestent et fassent évoluer l'opinion publique. Je crois que c'est vraiment très important. De là à dire que tout de suite les choses vont changer au niveau légal en Belgique, il faut reconnaître que c'est compliqué puisque nous n'avons pas de gouvernement de plein exercice vu que le gouvernement est tombé. Nous avons juste un gouvernement qui s'occupe des affaires courantes au niveau fédéral. Et donc, en ce sens-là, forcément, il y a une certaine inertie parce que c'est vraiment difficile de prendre des décisions quand on est simplement aux affaires courantes. Donc là, je pense qu'il faudra un peu de patience, en effet. Mais je pense que les jeunes capitalisent on va dire un capital de sympathie et d'investissement mental sur le sujet qui aura son influence pour plus tard, sans compter que ça aura son influence sur les élections. Parce que cette thématique doit être reprise par les différents partis d'une façon crédible et efficace, quoi. Et on le voit justement au niveau des partis, c'est surtout Groen et Écolo qui en profitent et qui deviennent pratiquement le parti le plus puissant en Belgique actuellement. Une bonne chose? Le deuxième parti. Donc je dirais la préoccupation écologique que relaie Écolo, forcément, est fondamentale. Maintenant, moi, je ne vais pas me prononcer si c'est Écolo qui doit lui-même gérer cette dimension-là à lui tout seul. Je pense que non. C'est chaque parti qui doit intégrer davantage la dimension écologique. Je dirais que ça s'impose. Parce que si c'est simplement l'affaire de spécialistes ou d'un seul parti, ça veut dire qu'on baisse pavillon pour ce qui est des autres partis et pour ce qui est de toute l'opinion publique. Donc je pense que là, c'est tous les partis qui doivent faire un peu leur mea culpa, ou en tout cas qui doivent faire leur révolution par rapport à cette dimension écologique et l'intégrer d'une façon crédible dans leur programme et dans leur action. Maintenant, dans cette mouvance écologique des dernières semaines ou des derniers mois, est-ce que, par exemple, la conférence épiscopale a le projet aussi de dire un mot ou d'intervenir là-dedans? Oui, la conférence épiscopale voudrait bien préparer, grâce à la commission diaconie dont je suis moi-même le président, un document pour le 1er septembre prochain, parce que ce sera la journée de l'écologie, telle que le pape François l'a demandé et telle que maintenant elle est déjà célébrée depuis plusieurs années de manière écuménique, donc c'est-à-dire aussi en lien avec les églises orthodoxes et protestantes. Et donc on voudrait que cette année-ci, cette journée soit préparée, mise en valeur, que ce soit aussi un moment de réflexion et donc qu'un document puisse ouvrir les esprits sur ce sujet-là. Et on voudrait bien que l'ensemble du mois de septembre, en quelque sorte, soit teinté, si vous voulez, par cette préoccupation. C'est d'ailleurs une demande du pape François de consacrer la réflexion du mois de septembre à l'environnement, au sens même de la création pour un chrétien et au sens de l'avenir de l'humanité, voilà, en termes d'environnement. Donc je dirais que la conférence épiscopale va plancher sur ce sujet-là, en effet, au niveau national carrément de notre pays. Dans toute cette discussion sur l'avenir de notre planète, le climat, etc., est-ce que les chrétiens ont un élément ou des éléments particuliers à ajouter qu'on ne retrouve peut-être pas dans la discussion en général? Moi, je pense qu'il y a deux éléments particuliers. Un élément particulier, c'est cette écologie intégrale dont parle le pape François, c'est-à-dire qui intègre également l'être humain, sa sociabilité, y compris, je dirais, les situations de pauvreté qui doivent être envisagées. Donc, il ne s'agit pas simplement de regarder la nature au sens de la végétation, des animaux ou du climat, mais il s'agit de regarder tout l'être humain aussi comme un être qui fait partie de la nature. Donc ça, c'est un aspect important. Le deuxième aspect important, c'est la dimension que j'appellerais de spiritualité. Pour le chrétien, il y a le mystère de la présence de Dieu dans le monde, et cette présence donne aussi une valeur de dignité
et une valeur je dirais, qui exige le respect par rapport à la création. Et donc, ce n'est pas simplement la gestion du matériel, c'est aussi en quelque sorte l'harmonie avec le mystère spirituel qui nous entoure et qui nous motive encore plus pour nous engager dans le service du respect de la création. Donc je pense que l'aspect chrétien donne aussi une dimension d'absolu et de spirituel à cet engagement au niveau de l'écologie. Troisième sujet, de nouveau on change de continent, vous aviez envie de parler aussi un peu de l'Afrique. Oui, je voudrais souligner un pas intéressant qui a été accompli la semaine dernière, c'est un accord de paix dans la République centrafricaine entre le pouvoir du président et les différentes factions rebelles qui contrôlent pas mal de territoires du pays. Vous savez que la République centrafricaine, c'est au nord du Congo, c'est un État qui vit dans une grande division avec beaucoup de pouvoirs locaux, avec des guérillas latentes, avec des groupes armés qui contrôlent des territoires parce qu'ils veulent aussi s'approprier les richesses naturelles. Et alors, on est dans une situation de chaos et d'anarchie. Et donc, grâce à la médiation de différentes organisations, dont Saint-Egidio, un accord a été signé à Khartoum, au Soudan, entre le président et les différentes factions. Il y a vraiment une volonté, si vous voulez, de collaboration, et en particulier de laisser tomber la violence des armes. Et je crois que c'est un pas important, nous pouvons le souligner. Nous savons qu'en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, les pouvoirs locaux sont importants. La dimension d'une appartenance à une tribu est fondamentale. La dimension collective, la dimension des pouvoirs traditionnels. Et donc, on ne peut pas concevoir la démocratie d'une façon absolue sur le mode occidental. Il faut aussi la concevoir en termes de dialogue entre pouvoirs locaux et pouvoir central, et dans un certain sens du respect des dimensions locales, ethniques, tribales, familiales, culturelles, typiques de la région. Et donc voilà, je crois que c'est un accord intéressant et on doit le porter dans la prière pour qu'il puisse être respecté, mais ça montre aussi un progrès, si vous voulez, dans les contacts pour stabiliser un pays au nord du Congo. Merci beaucoup, Monseigneur. C'était la première partie de l'émission Regard d'évêque de février 2019 en vidéo, comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse, et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.